On en rêvait, on l'aura. Novak Djokovic et Carlos Alcaraz s'affronteront en quart de finale de l'Open d'Australie 2025. Ce sera mardi, c'est un giga choc ultra épique qui nous attend et il est très prometteur car les deux hommes sont particulièrement en forme. Ils semblent prêts pour ce choc. Débrief de la nuit, un mot sur Hugo Humbert, petite déception contre Alexander Zverev. Un mot aussi sur Rune, on va se régaler. On a un super programme aujourd'hui, n'hésite pas à claquer ton meilleur pouce mais surtout à t'abonner pour ne rien manquer de la fin de ce tournoi. On a une première semaine de zinzin et on va continuer à se régaler, j'en suis sûr et certain. Allez, on attaque. Allez, petit côté réseau express aujourd'hui parce qu'on a du pain sur la planche. On commence avec l'amende de Daniil Medvedev. C'est tombé et elle est particulièrement salée. J'aimerais pas recevoir une amende comme ça moi personnellement. On a donc 10 000 $ d'amende pour avoir explosé la GoPro lors de son match contre Sam Rege. Vous vous souvenez quand il s'acharne sur la caméra au niveau du filet. Il a aussi pris 66 000 $ d'amende pour son comportement lors du match contre Tienne, mais également pour ne pas avoir assisté à la conférence de presse. On rappelle, Daniil avait gagné 124 000 $ sur ce tournoi, donc il a perdu un peu plus de la moitié de ses gains, en gros voyage pour rien quasiment. Il y en a un autre qui a fait le voyage pour rien la nuit dernière, c'est Davidovich Fokina. En 1h20, il s'est fait exploser par Tommy Popol, joueur all-around très complet, forcément un profil immonde quand t'es en difficulté physique. L'Espagnol qui nous avait sorti 2 remontadas épiques sur les 2 tours précédents, qui a craqué, qui s'est fait breaker 7 fois au total, ça bougeait plus du tout au niveau des jambes. Attention à Tommy Paul sur ce tournoi, je trouve qu'il avance plutôt pas mal, il avait souffert contre O'Connell au premier tour, mais franchement il montre un niveau plutôt solide. Il affrontera le Z au prochain tour. Je vous avais fait une petite vidéo spéciale sur le nouveau service de Carlos Alcaraz et les chiffres commencent à s'accumuler en faveur de ce nouveau service. Regardez juste en bas à droite de votre écran, nous avons la vitesse moyenne de la première balle d'Alcaraz, un comparo entre l'Open d'Australie 2024, il était à 192 km/h, là cette année il est à 200 km/h en moyenne, et surtout les services non retournés, ça c'est une stat aussi qui est précieuse, on le voit, il a augmenté de 9% ce total. Attention néanmoins, on est sur ce premier tournoi en utilisant ce nouveau service, et il y a eu un léger glitch lors du premier set contre Draper, un set très accroché, malheureusement l'anglais il avait que ça dans les pattes, avec 5 doubles fautes, 33% également derrière sa deuxième balle, donc il a quand même un tout petit peu galéré. Le match qui a pas pu aller à son terme, Draper qui a jeté l'éponge à la fin du deuxième set, avant ça Carlos Alcaraz qui déroulait son câble, regardez Draper qui regarde même plus la balle alors qu'il vient de la renvoyer, un Alcaraz toujours aussi stupéfiant, insaisissable, qui court partout, méga musculeux aussi, je le trouve peut-être plus fit que jamais. C'était hier, on n'a pas pu en parler, mais quelle remontada de Rune contre Kecmanovic, j'adore ce joueur, voilà, j'ai un petit coup de cœur pour Holger Rune depuis toujours parce que on est toujours sur le fil du rasoir. C'est un joueur qui est à la fois énervant, excitant, fascinant. Il y a des trous d'air qui sont énormes, par exemple dans le troisième set, et puis tout d'un coup il va réussir à remonter la pente. Là par exemple il est complètement dos au mur, il va tout lâcher sur ses retours de service. Je l'ai trouvé phénoménal sur la dernière partie de la rencontre, et puis on a retrouvé aussi par instant le Kecmanovic qu'on avait vu, souvenez-vous, à Miami en 2022 contre Carlos Alcaraz, l'un des plus beaux matchs de cette saison. Les stats de cette rencontre, elles sont délirantes, tenez-vous bien, accrochez-vous à votre slibard, nous sommes à 83 coups gagnants pour Holger Rune sur ce match, 55 fautes directes, donc c'était une performance archi généreuse, un match et surtout un scénario dans le 5e set très prenant. Le fantasque danois qui va résister à un débreak, et moi j'ai particulièrement adoré ce petit coup droit en retour, pas un coup droit frappé plein fer, non, un coup droit brossé comme ça, j'ai envie de dire à la Bernard Tomic qu'on embrasse. Aïe 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 aïe, ça a coincé pour Hugo Humbert, on pouvait s'y attendre, il a quand même gratté son set. On va revenir en détail sur quelques palettes essentielles. D'abord, comme lors de la finale de Bercy, le Z qui a trouvé une longueur terrifiante, qui a désactivé Humbert, qui déteste à la fois défendre et être dans cette position de reculoir. Sur le premier set, le français est un famélique, 2 coups gagnants, 10 fautes directes, et vous voyez les positions au retour de Zverev. On voit, il y a beaucoup de longueur, il y a beaucoup d'amplitude, il va réussir à parfaitement bien cadenasser le français. L'un des secteurs clés de cette rencontre, ça a été le retour de service, et notamment le retour sur deuxième balle. Zverev qui cadenasse très bien ce côté avantage, on voit, il est très près, et puis surtout, hop, le service de gaucher, ça tombe sur son revers, c'est son coup fort. On rappelle également le frère d'Alexander Zverev, Mischa Zverev, est gaucher, donc je pense qu'il peut lui enseigner quelques tactiques et stratégies pour jouer face à un gaucher. Hugo qui va cumuler un 7 sur 30 derrière sa deuxième balle sur l'ensemble de la partie, il s'est fait concasser. Parlons quand même un court instant de son deuxième set, kamikaze, en mode kamikaze Hugo Humbert avec
toujours, je trouve, à ce plan A qui est délicieux quand il passe avec un joueur qui te met des vagues en fait. Tu prends la vague avec Hugo Humbert, il a un tennis champagne, très offensif, mais le problème pour lui c'est que c'est une intensité qu'il n'est pas capable de dupliquer dans le temps, et notamment sur ce format en 3-7 gagnant. Je pense que ce joueur, avec son style de jeu, il a nécessairement un plafond contre les joueurs qui ont une énorme lourdeur de balle, une capacité à le maintenir très loin au fond du court. Et voilà, on peut pas forcément avoir de regrets sur cette perf, je trouve, d'Humbert, parce que il est à son niveau en fait, il est entre la 15e et la 20e place. Il pourrait potentiellement, ça dépend de ses résultats sur les 500 et sur les 1000, aller toquer à la porte du top 10, mais je pense que c'est un tennis qui est trop lisible, qui comporte trop de failles pour pouvoir aller gêner les meilleurs sur ce format. Et puis que dire de sa défense? Alors le mot est peut-être un petit peu dur, mais c'est un défenseur médiocre. Ici par exemple, on voit un choc de coup droit, les meilleurs joueurs vont faire une glissade à puits ouvert et repartir. Lui, il fait des petits pas, il y en a au moins 6 ou 7 pas avant de repartir ici. C'est beaucoup trop lourd. Place à Novak Djokovic, donc ce match qui s'est terminé il y a quelques minutes maintenant face à Lehecka, et on a retrouvé du bon Novak, concentré. Vous avez vu ses énervements, comment il est agité sur le court, ça c'est super bon signe, ça veut dire qu'on a un Novak qui est dans son truc, dans son match, dans sa compétition. J'ai particulièrement relevé ses redirections légendaires, avec un déchet à la marge, il est à 21 fautes directes sur l'ensemble de la partie. Lehecka en face qui a beaucoup arrosé, qui s'est pas toujours bien positionné je trouve sur la balle, il était nerveux aussi, on l'a senti, il est à 44 fautes directes, donc plus du double. J'ai évoqué la nervosité du Tchèque, on l'a particulièrement ressenti lors du 8e jeu du premier set. Regardez ici, dans cette position, une double faute, 3 immondices, des fautes directes dégueulasses, pas du tout provoquées dès le deuxième coup de raquette. Avant ça, c'est un jeu qui est terrible, il s'est breaké tout seul. Donc ça c'est un peu le scénario connu, on l'a tellement vu, c'est une rediffusion éternelle. Les joueurs qui affrontent Novak Djokovic, qui ont tendance à s'effondrer sur les fins de set, à se battre tout seul, mais en fait ils se battent pas tout seuls, c'est la pression qu'impose Novak qui fait que à un moment donné les joueurs en face explosent. J'ai envie d'insister sur la deuxième balle également de Novak Djokovic. C'est pas forcément un secteur qui est beaucoup discuté je trouve parmi les spécialistes de tennis. Alors sur ce match il est à 63% derrière sa deuxième balle, et ce qu'il faut noter avec ce coup c'est qu'il y a une grande illisibilité, c'est totalement imprévisible. Il peut envoyer un tout petit service poussé à 130 km/h comme ici dans cette position. C'est souvent quand on est sur des points décisifs, accrochés. Là on est en fin de set, il n'a pas envie de prendre de risques. Mais Djoko, il est capable d'envoyer la smoule aussi derrière à sa deuxième. Tu peux avoir des services à 170, 180. Alors c'est souvent quand il est en position favorable sur ces jeux de service, mais pas que. C'est ça qui fait aussi que quand tu es en face, tu sais pas exactement à quelle sauce il va te manger. On bascule au début de la deuxième manche, et moi quand je vois ce joueur, j'ai toujours cette impression, cette petite image dans ma tête de l'eau, d'une vague qui vient heurter un mur et qui vient creuser le sillon de ce mur, qui vient détruire ce mur inlassablement. Ici par exemple, il le voit que le revers de Lehecka est fébrile, il va insister dessus, il va trouver aussi une longueur fantastique sur ce retour. Et quand tu te fais breaker d'entrée par Novak Djokovic sur un set, c'est la stat du désespoir absolu. Regardez-moi ça, on est à 94% de réussite sur un break initial sur cette rencontre, mais également sur celle face à Marac. On a vu à quel point le Serbe était encore ultra mobile, et surtout en fait il a conservé son équilibre, sa tonicité. Le temps de réaction il est plus faible, on sent que le premier pas c'est plus difficile. Au niveau également de son élasticité, il est un tout petit peu perdu, mais il est encore élite ici. Il va nous pondre une course absolument démoniaque. Mais on peut parler stratégie, on peut parler tactique pendant des heures avec Novak Djokovic, c'est passionnant, oui, ok. Mais il y a un point essentiel sur ce match et celui face à Marac où on se disait potentiellement quand même les deux gars peuvent lui prendre un set, voire mieux. J'ai beaucoup lu que Novak sortirait au 3e ou au 4e tour sur ce tournoi. Eh bien c'est sa concentration, c'est son degré d'exigence. C'est phénoménal. Ici par exemple, il a un retour plutôt simple, il le sort, il râle immédiatement, et ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va réussir à breaker. Et Djokovic, il sait quand c'est le moment de se concentrer, de s'appliquer. J'ai trouvé d'ailleurs un très bon niveau de concentration sur ces deux derniers matchs, et là on voit, il va gueuler sur Andy Murray, pas que, sur sa boxe, et c'est d'ailleurs le petit glitch unique de sa performance. Il va se faire débreaker immédiatement, et on voit à ce moment-là un Novak qui bouge plus vraiment ses guibolles. Là, c'est un revers qui est immonde, il fait une double faute également dans ce jeu. Djokovic, par ailleurs, sur l'ensemble du 3e set, qui va se procurer 2 balles de break supplémentaires, il va pas réussir à les faire, Lehecka qui va servir le plomb, et là on arrive sur le mur. Novak Djokovic, alors un gros smash de Lehecka repris en demi-volée extraordinaire de la part de Novak, qui va refaire une petite course latérale et clouer le Tchèque
dans cette position, il va aller chercher le public. On l'a vu encore se prendre la tête avec certains membres du public. Et juste après sa victoire en 3-7, il n'était pas l'heure de chambrer, de célébrer ouvertement. On a vu ce point serré en direction de son clan. Il pense déjà à la suite, il pense déjà à Carlos Alcaraz. Et forcément, là, tout de suite, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez que ce Novak Djokovic là peut battre Carlos Alcaraz et son nouveau service? C'est l'heure du coin prono sponsorisé par les Winamax de Winamax. Vous avez le lien dans la description et en commentaire épinglé également. Donc vous avez jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription. Je crois que vous commencez à connaître l'offre, mais ce que vous connaissez peut-être pas, ce sont les 10 € supplémentaires avec le code promo Muy spécial pour vous. SV10 offre, attention, exclusive aux adultes. Fin des huitièmes de finale demain et on a un joli programme. Alors Yannick Sinner contre Holger Rune, il y a zéro respect pour Holger qui, d'après les books, va se faire démonter la face par Yannick Sinner. 1-0-7, on dirait du Nadal Prime sur terre battue à Roland Garros. Je vois quand même peut-être un Rune en chaleur prendre un set. On l'espère en tout cas pour l'intérêt de cette rencontre. Sonego contre Tienne. Alors est-ce que Tienne va réussir à enchaîner? C'est pour une place en quart de finale. C'est assez intriguant hein, ça comme match. J'ai quand même envie de mettre une petite pièce sur Sonego, l'éternel roublard. À mon sens, ça devrait queener, je pense, hein, pour Gaël Monfils. On voit quand même que les parieurs sont partis à pieds joints sur la cote de 2,30. Après, en vrai, il a les armes, hein, Gaël, pour embêter Ben Shelton, pour le relancer, pour le faire forcer sur son +1, pour l'emmener dans des rallyes un peu embourbés. Ça peut être sympa hein, comme match. Je vois pas Shelton s'imposer en 3-7, ça c'est clair pour moi en tout cas. Et on a également le Mikkelsen de Minor. Alors pareil, Mikkelsen à 3,85, mais je trouve qu'il est beaucoup trop haut, même si on a un très bon de Minor et il sera devant son public. Mais la cote qui vous intrigue tous, c'est le Carlos Alcaraz versus Novak Djokovic. Alcaraz qui sera logiquement favori, on en avait parlé en amont de ce tournoi, si les deux joueurs s'affrontaient en quart de finale. Pour l'instant, tout le monde est parti sur Novak. Vous imaginez si Novak le fait là, en 3-7 gagnant, après avoir été enterré sur ce format en 2024? Ça va être un gros match. On se retrouve demain à 11 h sur le mag Sans Filet. Je serai également sur Sans Filet mardi à 11 h en émission, en plateau. Et puis on se retrouvera juste après, enfin pas forcément que juste après, parce qu'il faut que je rentre, que je me pose, que j'analyse les matchs et notamment ce Djokovic-Alcaraz. Mais il y aura un débrief, il y aura une vidéo mardi également sur la chaîne. On va se régaler, profitez bien de tout ça et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.